Quand on regarde en arrière des films oscarisés comme Titanic, Apocalypse Now, Seigneur des Anneaux ou Vol au-dessus d'un nid de coucou, s'ils étaient réalisés aujourd'hui tels quels, ne pourraient même pas concourir aux Oscars. Ces derniers mois, vous avez regardé plusieurs dizaines de séries et de films et vous avez décelé un appauvrissement de la fiction. Selon vous, cela est dû à la tendance de la production cinématographique à répondre à des injonctions woke. Quelles sont ces injonctions que vous rangez dans la case wokisme ? L'Académie des Oscars a mis en place une chose qui s'appliquera à partir de l'an prochain, c'est des critères de représentation identitaire très stricts. Donc en clair, pour qu'un film soit éligible aux Oscars, il faudra qu'il ait suffisamment d'acteurs d'une certaine couleur de peau et pas trop d'acteurs d'une autre couleur de peau. Les producteurs devront remplir des formulaires pour indiquer notamment la couleur de peau de toutes les personnes impliquées dans la création du film, des techniciens de plateau aux acteurs. Alors, les autres critères ne sont pas forcément aussi institutionnalisés, mais il y a quand même un ensemble de faux pas idéologiques dans les scénarios aujourd'hui qu'on essaye de pas commettre. On essaye de véhiculer le moins possible de stéréotypes de genre, avec l'idée que si dans la réalité les hommes et les femmes se comportent différemment, c'est parce qu'ils ont intériorisé via nos représentations collectives des stéréotypes et qu'il faut corriger ce modèle en montrant des fictions où les hommes et les femmes se comportent grosso modo de la même manière. On essaye d'éviter de véhiculer ce que les woke appellent le cliché du sauveur blanc, c'est-à-dire qu'un personnage noir qui réussit avec l'aide d'un blanc, pour les woke c'est problématique parce que ce serait une forme de négation de l'autonomie noire. Et il y a cette idée assez infantilisante qu'il faudrait porter à l'écran pour les minorités ethniques des rôles modèles qui les inspireront et qu'un rôle modèle ne serait pas un rôle modèle s'il ne réussissait pas seul. On peut citer par exemple Green Book qui a été primé aux Oscars il y a quelques années à peine. Green Book, c'est l'histoire d'un musicien noir en tournée dans une Amérique raciste dans les années 60 et il est accompagné de son garde du corps et chauffeur qui lui est blanc. Et les deux hommes s'aident mutuellement, se grandissent moralement, apprennent l'un de l'autre. Et ça déjà, ça a été jugé inacceptable par une certaine partie à l'époque de la presse progressiste. Spike Lee notamment avait quitté la salle furieux que le cliché du sauveur blanc soit récompensé. Je pense que ce genre de scénario aurait aujourd'hui plus de mal à être porté à l'écran. Mais quelle est vraiment l'ampleur de ces pratiques ? Le New York Times nous apprenait il y a quelques mois que désormais toutes les grandes sociétés de production américaines ont recours à des cabinets de conseil dits de diversité et inclusion, c'est-à-dire des cabinets de conseil qui relisent les scénarios de films avant les tournages pour modifier ou retoucher tout dialogue où par exemple une femme est représentée de manière insuffisamment positive ou par exemple un dialogue qui pourrait être assimilé à du mansplaining, c'est-à-dire où un homme explique quelque chose à une femme ou qui supprime les scènes où les minorités ethniques sont représentées de manière insuffisamment positive elles aussi. D'ailleurs on peut noter une chose assez triste, c'est qu'il y a des cabinets de conseil qui se spécialisent dans différentes communautés. Donc il y a un cabinet de conseil qui se spécialise en relecture de personnages LGBT, évidemment où les consultants c'est des personnes LGBT. Il y a des cabinets de conseil qui se spécialisent en relecture de personnages d'origine asiatique, tenus par des asiatiques. Donc c'est encore une fois une vision assez triste de la société où on ne voit plus des individus mais des groupes. Vous avez également découvert que la technologie se mettait de plus en plus au service de ces nouvelles normes. Dans quelle mesure ? Final Draft, c'est le logiciel d'écriture de scénario le plus utilisé dans l'industrie du cinéma. Et depuis quelques années, Final Draft propose un outil d'intelligence artificielle qui permet aux scénaristes d'indiquer les déterminismes identitaires de tous ces personnages, donc genre, couleur de peau, orientation sexuelle, etc. Et l'outil ensuite affiche des diagrammes indiquant si les groupes identitaires sont tous représentés de façon équitable, si certains groupes dans certaines scènes sont trop passifs, etc. Aux États-Unis, il existe une base de données dans l'industrie du cinéma qui recense tous les techniciens et les acteurs qui travaillent dans le cinéma pour permettre aux studios de recruter, mais qui exclut les hommes blancs hétérosexuels. Vous donnez beaucoup d'exemples de fiction américaine. Qu'en est-il de la France ? On a exactement la même chose en France, la Bible 50-50, qui recense tous les acteurs, voire les techniciens supposés opprimés, c'est-à-dire pas les mâles blancs cisgenres hétérosexuels. Delphine Ernotte, la présidente de France Télévisions, sa première déclaration lorsqu'elle est arrivée à son poste, c'était de dire qu'on avait une télévision d'hommes blancs et qu'il allait falloir que ça change. Plus tard, elle a même déclaré que sa méthode c'était de compter, sous-entendu compter les noirs et les blancs, et de ne pas financer les projets où la diversité n'est pas bien représentée. Le Centre national du cinéma accorde des fonds spécifiquement aux films qui représentent bien la diversité et un bonus de financement de 15% est attribué aux films dont les équipes de tournage sont paritaires. Qu'est-ce qui vous dérange au fond dans ces nouvelles injonctions à respecter des quotas ethniques, un langage propre aux communautés ? Évidemment, il ne s'agit pas de dire qu'il faut qu'il y ait que des blancs à la télé. Les fictions doivent évidemment refléter la société. Le problème, c'est d'institutionnaliser ça sous forme de quotas ethniques, parce que c'est rétablir l'importance des déterminismes identitaires qu'on n'a pas choisis, rétablir l'importance de la couleur de peau. Pourquoi ces pratiques woke sont-elles particulièrement problématiques dans la fiction ? Le rôle de la fiction, parce qu'elle a le souci du particulier, c'est d'alimenter notre capacité d'empathie pour des individus. C'est de nous montrer que l'individu dans toute sa singularité est toujours plus complexe, plus nuancé que les abstractions érigées par les discours idéologiques. Si
les personnages deviennent les représentants interchangeables de groupes identitaires, ils cessent d'être des individus singuliers. Ils deviennent les porte-drapeaux d'une identité, les délégués d'une communauté, et la fiction ne peut plus jouer son rôle. Plutôt que de maintenir en vie le particulier dans un monde qui généralise, selon l'injonction de Philip Roth, elle déguise le général en particulier. Plutôt que de combattre la pensée par masse, elle déguise des masses en personnages. Elles ne sont plus des destins individuels, elles rejouent la narration idéologique dominante. N'est-il pas positif que les fictions s'attachent à promouvoir des comportements moraux ? Chez les woke, il y a souvent une confusion entre comportements représentés à l'écran et comportements cautionnés par les scénaristes. Donc le meilleur exemple de ça, en général, c'est les sitcoms. Dans Friends, les personnages ne se comportent pas bien. Certains sont un peu homophobes, certains sont un peu misogynes, ils sont souvent hypocrites, ils sont souvent égoïstes. Et d'ailleurs, Friends est sous le feu des critiques woke, au point que la co-créatrice de Friends, pour se faire pardonner, a fait un don de 4 millions d'euros au département d'études afro-américaines de l'université de Brandeis. Un film peut être moral sans que ses personnages se comportent moralement. Le film est traversé par une certaine vision du bien et du mal, et le comique provient justement parfois du fait que les personnages n'adhèrent pas toujours à cette vision. Le spectateur, quand il regarde ces séries, il s'identifie à ces personnages qui sont imparfaits, parce que lui-même est imparfait. Le spectateur sait que dans sa vie de tous les jours, il doit essayer de combattre cette imperfection. Il n'y a pas un brouillage de la frontière entre le bien et le mal qui est opéré dans ces films. Même dans les fictions où finalement ce sont les méchants qui gagnent, le mal triomphe en tant que mal et non pas en tant que bien. Mais ce n'est pas en arrêtant de représenter le mal qu'on va combattre le mal. Mais les fictions n'ont-elles pas toujours véhiculé des idées politiques, défendu des modèles de société ? Pendant des années à Hollywood, un dicton parmi les scénaristes, c'était « si vous avez un message à faire passer, envoyez-le par la poste ». Ce qui interroge aujourd'hui, c'est la prévalence des fictions idéologiques. C'est le fait que vraiment, ça ne devient pas systématique, parce qu'il restera toujours des espaces de liberté, des fictions affranchies des commandements idéologiques du moment, mais ça devient généralisé. Par ailleurs, quand on dit que les films ont toujours été politiques et qu'il y a toujours eu des fictions engagées, c'est vrai, mais quand on regarde en arrière, c'était en général les fictions subversives qu'on célèbre aujourd'hui. Les fictions qui s'inscrivaient à rebours du consensus idéologique de leur époque. Aujourd'hui, les fictions woke sont justement celles qui intègrent le plus les injonctions idéologiques du moment, et donc elles ne requièrent aucune forme de courage, elles ne font que renforcer les croyances et les idées dominantes. C'est en général pas ce genre de fiction qu'on célèbre comme des fictions engagées.